scientifiquement. Ils sont tous les deux professeurs agrégés en sciences et vie de la Terre et attachés au Muséum national d'histoire naturelle. Ensemble, ils sont membres fondateurs de Forêt Sauvage, avec Jean-Claude Génaud qui a fait la première conférence, pour ceux qui étaient là, voilà. Et aussi les membres fondateurs de l'association Francis Allais pour la forêt de Prunelle. Voilà, donc ils sont à la fois des experts scientifiques mais aussi des passionnés, et je suis sûre qu'ils sauront vous convaincre ce soir que la libre évolution c'est merveilleux et que c'est la vie. Voilà, je laisse prendre la parole. Voilà, on va vous raconter une histoire, une histoire de France, en quelque sorte, vue par le biais de la bibliothèque. Et on va voir qu'il y a des points positifs, et surtout des points positifs, on reste sur les points positifs, parce qu'on est positif, on va continuer comme ça. Mais, voilà. Comme ça va mieux? On redécouvre le monde. Et on découvre le public. Oui, donc, on va vous raconter cette histoire de France, de biodiversité, orientée, améliorée sur pas mal d'aspects, mais surtout, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on se dise tout va bien, madame le marquis, tout va vraiment bien. Non, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Et donc, nous sommes tout à fait conscients. Je vais vous donner simplement deux exemples. Il y a l'exemple terrible de la mer qui est de ces poissons. C'est impensable. Et puis, de la mer, on peut le faire dans les rivières. C'est un exemple vraiment très très précis, mais qui ont dit non. J'ai beaucoup travaillé sur cette espèce pour méditer en même temps que je cherchais. C'est la moule perlière. La moule perlière, jusqu'à 150 ans, 200 ans, toujours dans le sable, au même endroit. Et donc, c'est un animal et une philosophie la réflexion, ça donne quelque chose. Parce que quand vous passez 2 siècles enfoui dans le sable, eh bien, cette espèce ne peut plus se reproduire, ne peut plus vivre pratiquement dans aucune rivière française. Parce que pour se reproduire, elle a besoin de moins de 1 nitrate de nitrate par litre. Je vous invite à regarder le bouteille de Volvic, par exemple. Volvic, on est à 7,4 mg de nitrate par litre. L'eau de Volvic est 7 fois trop dégueulasse pour la litre. Donc voilà, je préfère rafraîchir un petit peu la gastronomie. Mais maintenant, on va partir sur des choses beaucoup plus. Voilà, en même temps, c'est une évolution qui a eu lieu, et ils vont, c'est une entreprise qui marche tout. Alors, avant de parler de choses positives, il faut quand même, avant de savoir où on en est, il faut savoir d'où on vient. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours catastrophiques sur l'état de la biodiversité en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été pire aujourd'hui. Alors, quelques petits aspects qui montrent que ça a été pire. Vous avez là une reproduction à gauche pour ceux qui arrivent à voir. Parce que tout à l'heure, on dit que le fond de la salle, parce qu'on ne voit pas forcément bien de partout. On a encadré un texte qui a été écrit par l'abbé de Mortensal à son ami Foggia de Saint-Fond, qui faisait un livre sur les volcans du Massif central. Et il lui décrit la situation à la limite entre ce qui aujourd'hui est l'Ardèche, la Haute-Loire et la Lozère. Donc, dans un petit village qui s'appelle Pradel. Et il dit ici, il n'y a plus d'arbres. Pour se chauffer, pour faire chauffer le poêle, il n'y a plus que la paille et la bouse de vache. Vous imaginez l'état du Massif central et d'une manière générale de tous les massifs de moyenne montagne à l'époque. C'était dévasté. Et Élisée Reclus parlait du royaume des chèvres. C'est-à-dire que tout avait été tellement grignoté ou coupé pour le bois qu'il n'y avait plus rien. Ça, c'était. Alors, le pire, la pire situation pour la forêt, ça a été on va dire, le milieu du 19e siècle. Il n'y avait plus que 12%
de la surface de la France qui était couverte de forêts. À mettre en relation avec l'état à la sortie de la dernière glaciation, 80% du pays était recouvert de forêt. Si vous avez suivi la conférence de Jean-Claude Génaud en début d'après-midi, il expliquait bien qu'en fait la forêt, la France, c'est un pays forestier, à part quelques cas très particuliers, les zones très humides, les littorales, c'est un pays qui a vocation à être couvert d'arbres, 12%. Actuellement, on est à peu près à 33%. Vous voyez qu'il y a eu un mieux quand même si on est loin d'avoir retrouvé la situation d'origine. Au XXe siècle, on s'est occupé des rivières. Et ça a été une succession de barrages qui ont été construits et qui ont coupé complètement la libre évolution et la continuité des cours d'eau, avec des conséquences dramatiques sur les effectifs de poissons migrateurs. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, au niveau paysage. Maintenant, au niveau faune. Vous avez là une carte postale, souvenir de vacances d'Auvergne. Souvenir de vacances d'Auvergne, c'est une belle journée à chasser la loutre. Elle a été tellement bien chassée qu'au début du XXe siècle, il n'y avait pratiquement plus de loutre en France. Il restait quelques petits reliquats de ci, de là. Au milieu, c'est Gilbert qui a fait la photo, dans les années 1970. C'est le tableau de chasse d'un paysan qui chassait les rapaces. Qu'à l'époque, ils n'étaient pas protégés. Et donc, comme c'était des nuisibles, il fallait tous les dégoler. Et ils y arrivaient bien. À droite, des images qu'on a trouvées dans un livre qui date des années 50-60 et qui montre un poisson absolument mythique par les œufs qu'il produit, l'esturgeon. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des esturgeons dans le Rhône, dans la Garonne, dans la Loire, dans la Seine? Même quand on parle au vieux Rhône-Alpin, parce que vous habitez dans la région Rhône-Alpes, personne, absolument personne ne se souvient qu'il y avait des esturgeons dans le Rhône. Et pourtant, toutes les images de la page de droite, ces pêches magnifiques, comme c'est un poisson impressionnant, on faisait des photos des trophées, bien c'était dans le Rhône. Dans les années 50-60. Et tout le monde l'a oublié. Il y a une véritable amnésie écologique de la situation d'abondance qu'il y avait en France. Et là, pour le coup, c'est même pas les barrages qui ont amené à l'extermination de ce poisson, c'est la surpêche, tout simplement. Vous avez également la carte postale en bas à gauche sur le livre, c'est Vert Plage. Et puis l'autre, celle qui est en haut à gauche, c'est une frise qui a été faite dans l'estuaire de la Loire. Voilà la situation à laquelle on est arrivé. Plus rien. On a réussi à vider, alors les mers, c'est toujours le cas, on a réussi à vider les rivières, on a réussi à couper quasiment toute la forêt. On a réussi à arrêter le fonctionnement naturel de la plupart de nos cours d'eau. Voilà où on en est. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça va un petit peu mieux. La déprise agricole a permis le retour de la forêt. Cette photo est assez intéressante, elle a été prise dans les gorges de la Loire. Ce qui est sympathique, donc ce retour de la forêt, parce qu'on est quand même passé de 12% à 3%, c'est que vous voyez que la très grande majorité de la forêt qui est revenue, eh bien, c'est de la régénérescence spontanée, avec des essences variées, de la forêt naturelle. Il n'y a que ceux qui voient correctement l'écran, il n'y a que ces petites parcelles cadastrales là qu'on voit très nettement et qui sont des plantations. Donc en fait, la régénération de la forêt, c'est à peu près 15% de plantations, et tout le reste, ça s'est fait tout seul, grâce à la libre évolution. Alors vous allez me dire pourquoi tout à coup la forêt est revenue. Eh bien, c'est complètement lié à la découverte de quelque chose qui est au centre de beaucoup de discours actuellement, des énergies fossiles. La découverte du charbon, la découverte du pétrole a, d'une part, fait baisser la pression sur les forêts pour la recherche de bois énergie. On est passé à d'autres sources d'énergie. Et en même temps, quand il y a eu la découverte du charbon et du pétrole, est née l'ère industrielle. Et du coup, il y a eu une attraction des populations vers les villes. Certains habitants qui peuplaient des zones rurales très ingrates se sont déplacés vers les villes qui étaient beaucoup plus attirantes. Et donc, comme c'était des terres pas très intéressantes, personne s'en est occupé, et c'est ce qui pouvait leur arriver finalement.
un autre aspect vraiment intéressant, on a discuté de ça avec les voisins. Et voilà, ça c'est une chance, on a été bénis de Dieu. On se trouve dans une péninsule de la France, au bout du continent nord. Et donc, des espèces peuvent venir se mettre chez nous en venant de l'Est. Et à l'Est de l'Europe, il y a pas mal de zones qui sont très protégées. Et donc, quand on a levé le pied de la destruction, l'image qui montre les rapaces, voilà, c'est partout comme ça. Et donc, quand on a levé un peu le pied, les espèces sont revenues. Et ces espèces, donc on a les cyclones, les pomarins, il y en a de tous les côtés, mais ça ne vient pas de l'ouest, parce que c'est sur l'océan. Et voilà. Alors ça c'est assez extraordinaire. Et l'aspect intéressant, c'est que ça se poursuit encore actuellement. On a des retours d'espèces. Et un couple qui date de 1 an, oui, c'est 2024. En 2024, une nouvelle espèce est venue se reproduire en France, à côté de Lyon, par exemple, le cormoran pygmée. Vous connaissez tous le cormoran pygmée. Eh bien, il est venu chez nous, voilà. Et on s'est rendu compte qu'on avait le grand cormoran, c'est le longtemps qu'on l'avait, le cormoran Chag, le cormoran démarrait sur la coupe éternelle, et puis voilà, avec le cormoran pygmée. Donc 3 espèces. Les pillards qui sont une belle bizarre. On a une belle vue. Et voilà. Alors ça c'était sur l'ensemble. Et puis si on regarde plus précisément, eh bien on a dans les atolls français il y a un paysage qui est revenu vivant. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait un journaliste, un membre, un Lozère, spécialiste de l'île Royale. Il a écrit plusieurs livres sur les vols. Et sur ces livres, il dit une montagne sans elle n'est qu'un paysage. Et effectivement, c'est le cas. C'est-à-dire que nous avons c'est encore un peu le cas. Nous avons des décors magnifiques, mais il manque souvent des acteurs. Donc, en tout cas, ils ne sont pas nombreux. Alors là, c'est un retour à la révolution, un retour à la machine qui fonctionne, parce qu'elle marque des espèces. Là, c'est l'homme qui a fait l'essentiel du travail. Le boutin, il est réintroduit. Les gypaètes et les autres retours ont été réintroduits aussi. On a le chamois, il n'est pas complètement disparu, mais ses effectifs sont très faibles. Le loup, il est revenu, pas réintroduit. Mais, voilà. Et donc, le lynx, il est présent. Le cerf, il n'est pas complètement disparu, il a été réintroduit. Donc, vous voyez un petit peu ce bestiaire extraordinaire. Et moi, je me souviens, en 1974, j'ai lancé me balader dans le parc national de la Valmoise. Et bon, une grande randonnée, un vite. Et on est retourné il y a 2 ans. Et on a passé au même endroit. Il y avait 2 groupes de gypaètes. Il y avait plein de putains. En 1974, il y avait tout ça. Et il faut vous dire que ça fait un changement énorme. Et donc, quand on redonne cette vie, là, je vois que ça doit refonctionner. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ça, c'est à l'instance, 1h30 de chez nous. Deuxième exemple marquant, c'est un déplacement de barrage. Alors la France a été novatrice sur
ce retour à la reproduction des chromosomes. C'est le barrage de Maison Rouge qui est sur la Vienne, à la confluence de la Vienne et la Creuse. Il avait été construit pour produire de l'électricité. Et en 1998, il menaçait ruine. Donc c'est posé la question, je vais voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on restaure? Est-ce qu'on reconstruit? Ou est-ce qu'on l'efface? C'est bien de dire l'effacer, parce que psychologiquement, c'est moins brutal que de dire on le détruit. Vous voyez déjà rien dans le vocabulaire, très important. On a choisi d'effacer. Donc vous avez à gauche la photo avec le barrage, donc avant 1998, et à droite, c'est une photo qu'on a réalisée il y a une dizaine d'années. Donc on voit que le chromo commence à circuler, et surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les sédiments recommencent également à circuler et à créer des zones de dépôt, des petites îles, qui sont autant de zones en libre évolution. Alors en libre évolution, avec une profonde modification, remaniement à chaque crue, mais ce sont également des zones très intéressantes sur le plan de la biodiversité. Et surtout, dans les mois qui ont suivi la destruction du barrage, d'un coup d'un seul, et là c'est allé très vite, contrairement à ce qui se passe avec les forêts, on a vu revenir plein d'espèces. Castor, le phoque, la loutre, différentes espèces de poissons, le saumon, les aloses, les lamproies, certaines espèces de libellules qu'on appelle des gaufilés, certaines moules ont également pu se disséminer à nouveau. Enfin voilà, je ne vous pas la exhaustive. Il y a plein d'autres espèces aussi qui sont revenues. Le phoque, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est très marrant parce qu'on est quand même sur la Vienne, c'est-à-dire dans l'eau douce. Pour nous, les phoques, c'est des animaux typiquement marins. Et ça a été tellement perturbant qu'on a eu des gros titres dans les journaux en disant une otarie s'est échappée d'un cirque. C'est simplement que le phoque, comme lui, il est capable de se baigner en eau douce, en eau salée, et puis là, comme il n'y avait plus de barrage, il est venu voir un petit peu comment ça se passait, il était curieux. Et on peut faire cocorico, pour une fois, on fait beaucoup de French bashing pour tout, en disant qu'on est mauvais, on est moins bon que les voisins, et c'est souvent vrai. Mais là, pour le coup, il y a une association qui s'appelle Nouvelle Date, qui fait chaque année, qui fait la promotion de l'effacement des barrages, la mise en libre évolution des cours d'eau, et qui fait chaque année un comptage des barrages qui ont été effacés. Là, vous avez les chiffres les plus récents, ceux de 2024, et vous voyez que la France est en deuxième position pour les effacements de barrages. Deuxième position en Europe. Sinon, non. On a été novateurs, le premier à effacer en Europe. Et en plus, on continue. Alors évidemment, ce n'est pas des gros barrages hydroélectriques qu'on efface, mais ce sont des petits seuils, des petits barrages qui sont devenus des microcentrales qui ne servent plus. Voilà. On a des choses, alors je sais pas pour souligner quand même. C'est pas si mal. Quelle vision d'avenir? Alors, si on veut continuer et améliorer notre situation, il y a des passages oubliés, et notamment la mise en place du grand sanctuaire, et avec des règles, un grand sanctuaire, par exemple, un parc national. Vous savez, en France, au niveau protection, on a des petites réserves au niveau de quelques centaines d'hectares, dizaines d'hectares, ça parle de points ici. Ensuite, on a les belles réserves naturelles, on tape au-dessus du millier d'hectares. C'est par exemple la réserve des hauts plateaux du Vercors, 17 000 hectares. C'est le cas du lac de Grandlieu, on est à 6 000 hectares. La réserve des Camargues, pareil, 7 000 hectares. Et le plus grand en France, c'est le parc national des Écrins, où vous avez 100 000 hectares. Donc, quand on arrive de l'ordre de plus en plus d'hectares, alors à ce moment-là, ça devient intéressant, et on a des sanctuaires. Mais une fois qu'on a le sanctuaire, ça ne suffit pas. Il faut que les espèces puissent se déplacer pour aller dans le sanctuaire. Donc, il faut des corridors. Alors, tout ça, quand on le dit, ça paraît, bien entendu, un peu hors sol, un peu des discours techniques, mais sur le terrain, ça se voit bien. Et les corridors,
qui est vraiment parfait pour les candidats, ce sont du couvre. Parce que quand on enlève des trois barrages, il s'appelle le lien entre différents passifs. Alors, la question c'est, donc on a relativement, donc, là aussi Jean-Claude Desnos nous a donné un petit peu l'état des lieux en ce qui concerne les sanctuaires et la libre évolution en France. On est sur des très petites surfaces, donc il y a forcément nécessité, ne serait-ce que pour arriver à 10% en libre évolution, de créer d'autres zones en libre évolution, d'autres zones sanctuarisées. Et la question se pose de savoir où est-ce que c'est le plus pertinent de les créer. Alors il y a deux options. Soit on restaure quelque chose qui a disparu, soit on préserve quelque chose qui existe encore. Alors, au niveau, disons, coût, énergie, investissement, il est clair que c'est plus facile et finalement plus urgent de préserver ce qui existe encore que d'essayer de reconstituer ce qui n'existe plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas renaturer des zones artificialisées, mais quand vous avez des moyens limités en énergie, en temps et puis surtout en argent, il est clair qu'il faut mettre absolument la priorité sur les zones qui sont encore naturelles. Alors, quelles sont ces zones? Il y a un travail qui a été fait par l'UICN, ce qu'on appelle le projet CartNat, et qui a été de cartographier justement les différentes zones françaises en fonction de leur degré de naturalité. Tout ce qui est en vert, plus le vert est foncé, plus c'est des zones qui sont restées naturelles. Donc, vous voyez qu'en gros, par contre, tout ce qui est orange, jaune, rouge, surtout, sont les zones les plus anthropicées. Donc, on voit très bien que vous avez une espèce de découpage avec des zones qui correspondent finalement aux massifs montagneux, qui sont des zones dans lesquelles on a encore des espaces qui méritent d'être rapidement préservés et avec lesquels on pourra arriver très rapidement à nos 10% de libre évolution. Et ce qui est très important aussi, ce que Gilbert rappelait, c'est de créer des corridors, donc des petits pas japonais, ou des pouvoirs, ou des mosaïques de paysages laissés en évolution, qui permettent de relier ces grands sanctuaires. Alors, qu'est-ce qui existe actuellement? On voit que les montagnes sont un ami pour de vrais sanctuaires, et là vous avez un exemple qui n'est pas français, mais qui est européen quand même, c'est le parc national suisse. Pourquoi on vous le montre? Parce que les Suisses ont été les premiers en Europe à pratiquer la libre évolution. Ils l'ont plus jamais fait depuis, ça a été en 1914, donc ça fait plus d'un siècle. Ils ont créé un parc national de 17 000 hectares à peu près, c'est pas très grand, c'est à peu près la taille de la réserve du Haut-Plateau du Vercors, pour donner un équivalent, mais ils l'ont laissé en libre évolution totale, c'est-à-dire plus d'exploitation de bois, on laisse le bois mort sur place, plus de chasse, et je vous assure que c'est aussi difficile pour les Suisses que pour les Français. Plus de pastoralisme, alors c'était surtout des vaches, donc ils ont retiré tous les animaux domestiques de ce parc national et ils l'ont laissé entièrement en libre évolution. Et là c'était très intéressant parce qu'il y a un suivi qui a été fait, le fameux monitoring dont parlait Jean-Claude dans la première conférence de l'après-midi, et on a un bilan donc des 100 premières années de libre évolution. Donc on sait ce qui se passe en Europe quand on laisse une zone de montagne en libre évolution. Et là, c'est très intéressant parce que même des écologues ont été très surpris. Parce qu'un des grands arguments, notamment des forestiers, c'est de dire « Oula, mais si on laisse en libre évolution, le paysage va se fermer. » Nous sommes allés dans le parc national suisse en 2019, je peux vous garantir que bien qu'on n'ait pas touché depuis plus d'un siècle, il y a encore des prairies, des clairières. Simplement, ils sont plus entretenus par les vaches, et le soir, vous pouvez sortir des biches, des chevreuils, des butins, du chamois, suivant les endroits. Et donc, en fait, la faune sauvage est très bien capable de faire le job. Et les prairies qu'il y a maintenant sont bien plus riches en biodiversité, aussi bien au niveau de la flore que de la faune, que les prairies semées et entretenues par les chers agriculteurs. On n'a rien contre les agriculteurs, c'est un travail très utile, mais voilà. Alors actuellement, donc, quelles sont les grandes zones sanctuarisées qui existent? J'en représente ici. Alors je suis désolée, mais j'ai utilisé Géoportail parce que forcément ils ont un travail de recensement qui est très fiable. Ce qui est en vert, ce sont les parcs nationaux. Ce qui est en violet, ce sont les réserves naturelles. Alors je suis gentille, parce que les réserves naturelles nationales,
c'est pas forcément des zones en évolution. Voilà. Mais c'est considéré par les parcs français comme des zones en évolution forte. Voilà. Et vous avez, à l'intérieur de certains parcs nationaux, vous avez ce qu'on appelle les réserves intégrales. Il y en a 3 en France. Une dans le parc des forêts, nouvellement créé, qui est l'hectare, c'est la plus grande. Les autres, les points sont tellement petits que vous ne les voyez même pas. Le lac de l'Hôpital, dans le parc des Écrins. Et depuis l'année dernière, le maire d'une commune du parc du Mercantour, qui a décidé de créer, à partir de terrains communaux, une réserve intégrale de 500 hectares. Donc c'est un petit point rouge que vous voyez peut-être ici. Voilà. Alors les réserves intégrales, elles sont vraiment intégrales, personne n'y va, sauf les scientifiques. C'est l'équivalent de la protection 1A de l'UICN. Donc c'est pas forcément des grandes surfaces, mais donc ça veut dire que ce qui reste à faire, c'est d'étendre certains parcs nationaux. Idéalement, il faudrait avoir mettre des Pyrénées, parce qu'elle en vaut vraiment la peine. Il y a encore quelques lambeaux de forêts, de très vieilles forêts. Et puis, rapprocher, donc créer d'autres zones entre les parcs nationaux qui existent dans les Alpes. Bon, celui-là, il est un petit peu isolé. Donc il faudrait peut-être faire quelque chose au niveau du Jura et pourquoi pas des Vosges. Et d'ailleurs, c'est à l'étude, puisque l'association Francis Sallet a pressenti les Vosges du Nord pour peut-être un jour faire une forêt primaire. Ce qui est très intéressant parce que de l'autre côté, vous avez déjà une réserve biologique intégrale qui est faite par les Allemands. De même, ici dans les Ardennes françaises, va être une zone très intéressante aussi pour cette future forêt primaire, sachant que nos amis belges ont déjà fait la moitié du job, puisque depuis peu, ils ont un parc national ici, le parc national entre Sambre-et-Meuse, et un autre parc national ici, de l'autre côté, de l'enclave française, le parc national de la vallée du Semois. Donc maintenant, c'est à nous de jouer. Donc on parlait de corridor tout à l'heure. Alors, là aussi, un biais à éviter, c'est de se dire, mon corridor, je vais le faire comme ci, comme ça, parce que ça m'arrange. Les animaux ont déjà leur voie de circulation. Et en fait, l'intelligence à avoir, c'est d'observer ces voies de circulation et de les respecter. Et c'est là qu'il faut créer des corridors avec des petites zones protégées en ligne d'évolution, qui sont autant de petits arbres de paix qui vont leur permettre de se déplacer en toute sécurité. Et puis, comme je vous disais, il ne faut pas rester trop franco-français. Il faut penser aussi à l'échelle du continent. Et là, nos Américains, qui sont parfois exécrables en matière d'environnement, sont aussi très intéressants. Nous, quand on a écrit notre livre sur l'Europe sauvagée, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme bonnes idées des autres pays, et notamment les Américains. Les Américains nous ont donné beaucoup de choses, ils ont été précurseurs dans beaucoup de choses. Ils nous ont envoyé Coca-Cola, McDonald's. On s'est dit, il y a peut-être des bonnes idées à prendre en termes de protection de l'environnement aussi. Et en réalité, eux, ils ont imaginé déjà transcontinental, et ils ont créé le fameux programme Y to Y, Y de Y, c'est un jeu de mots, qui relie le parc national de Yellowstone, situé dans le Royaume-Uni, au Yukon, une zone du Canada. Et tout ça, ça s'est basé sur, je le fais rapide parce que le temps auquel on a droit, donc le livre commence à faire le gros yeux là. Ce programme a été basé sur l'étude de déplacement du monde, qui a été équipé au Canada dans le parc national de Banff d'un collier GPS. Et pendant 2 ans, des biologistes ont suivi son déplacement et ils se sont rendus compte que le parc national lui-même était trop. De proche en proche, elle est descendue jusqu'au Yellowstone, elle est remontée au-delà de Banff et elle est revenue au bout de 2 ans à son point de départ. Et c'est là qu'on a pris conscience du fait qu'il faut absolument qu'entre les grands sanctuaires, il y ait des liaisons et que ces liaisons doivent être parfois, les animaux ne connaissent pas les frontières humaines, transnationales. C'est absolument important. Donc de bien repérer toutes les zones qui sont des obstacles à la libre circulation, les autoroutes, les voies ferroviaires, etc. Et donc d'imaginer dans ces zones très anthropisées des zones de passage qui permettent cette libre circulation. Alors,
Nous, en France et en Europe, on pourrait faire un programme C2C avec aussi notre petit jeu de mots. C étant la mer en anglais, et c'est également le C de la cordillère cantabrique. Et on peut imaginer qu'on va jusqu'à la mer Caspienne, ou si vous voulez vraiment rester très européen, parce qu'en ce moment ça chauffe là-bas, on peut s'arrêter à la mer Noire. Mais donc du coup, on irait de la cordillère cantabrique, le C, jusqu'au Caucase. Ou, si vraiment vous êtes trop frileux, on peut déjà se contenter des Carpates. Ça fait C aussi. Voilà, alors on va retrouver les territoires, les sanctuaires, on va pouvoir les relier, et puis il va falloir qu'il y ait de la vie dans ce... Et donc, c'est par exemple le cas des ongulés. Là, on s'est rendu compte que quand on a fait le parc national de la Vanoise, on a protégé, bien entendu, toute la zone du parc national. Et on a eu le chamois qui a eu ses effectifs augmentés, donc régulièrement. Et quand on a créé le parc national, il devait y avoir 600, 700 chameaux. Et on disait qu'il est très bien géré, parce que 700, il monte à 800, 200, on en tire 200, 200. Et la population ne change pas, enfin, un petit peu, mais elle retrouve son petit, c'est parfaitement géré. Et puis il y a des densités optimales. Sauf que si on veut savoir quelles sont les densités optimales de leur valeur, il faut laisser la nature faire. Et donc, on a laissé la nature faire le parc national, et à ce moment-là, on a vu que la densité en chevreuil, donc en chevreuil, est montée et a fini par atteindre 10 individus pour 100 hectares. Et donc, par exemple, pour le chamois, dans le parc national, on est arrivé à 4000 chameaux. Alors, au début, on avait quelques centaines, on disait que c'était une violence. Alors, 4000 chameaux, c'est tout simplement parce que il peut atteindre cette densité, la densité naturelle pour le chamois, et il ne dépasse pas, parce qu'il met en place une opération stratégique que nous, on ne connaît pas du tout. Alors, pas du tout, c'est une famille. Alors, chez le chamois, c'était très précis. Les individus qui naissent et ils mettent beaucoup de temps à devenir adultes pour s'en reproduire. Ou alors, les femelles ont beaucoup de mal à trouver des endroits pour mettre bas. Et vous avez comme ça tout l'ensemble de stratégies, de bâtons dans la reproduction. Et donc, ils sont arrivés avec des effectifs différents. Et quand on extrapole sur l'ensemble des utilisables, donc on a on va avoir jusqu'à 2 millions. Alors, quand vous sortez ces chiffres, ils sont faciles à contrôler. Vous avez dans les Vosges, et vous avez de grandes réserves de chasse. Là, on est à 20-30 hectares chamois pour 100 hectares. Alors, un autre aspect qui est vraiment très important, la densité. Il faut que ces espèces soient présentes. Il faut qu'elles soient en densité suffisante. Et il faut qu'elles soient accessibles, visibles, un minimum. Parce que ça, c'est très important. Une espèce qui sort de la nuit, l'homme, l'espèce humaine, ne profite pas. C'est dommage. Alors, il faut favoriser ces possibilités alors, on résume, tout va bien quand on a la biodiversité, le maximum d'espèces,
l'abondance, que vous soyez nombreux, pour qu'on puisse se battre, et la proximité aussi. Et donc là, on vous a mis une image de la grotte Chauvet, où vous avez l'abondance, la proximité et la vivacité. Voilà, c'est l'objectif pour demain. On se retrouve. Je me demandais pourquoi cet objectif de 10% et pourquoi les montagnes. Enfin, on comprend que c'est là où apparemment c'est le plus stratégiquement le mieux, stratégiquement, mais est-ce qu'ailleurs il n'y aurait pas d'autres milieux naturels avec une autre biodiversité, voilà, éventuellement aussi à développer Non, c'est pas un objectif. On regarde ce qui se passe. On se rend compte, quand on fait des comptages, bien qu'à peu près partout, par exemple, on fait pour l'Isard, pour les Pyrénées, on a cette densité autour de 10 individus au centre hectare. C'est un constat. Nous, la seule chose qu'on fait, on lève le pied. Et on arrête de le tirer. Et c'est dommage que dans le Marie-Lac, par exemple, vous avez une densité très importante dans les parcs nationaux. Dans les écrans, on en est à 11, 30 dans certains secteurs. Donc voilà, c'est pas du tout un objectif, faire une constatation. Par rapport aux 10%, en fait, ce sont des directives européennes. Parce qu'à un moment donné, il fallait bien se fixer un chiffre. Donc, il faut savoir d'où on parle. Actuellement, en France, vous avez moins de 1% de la surface du territoire qui est en révolution. Alors là, pour le coup, certains de nos voisins font mieux, parce que certains landes allemands sont déjà aux 10%. En Italie, ils sont en passe de les atteindre. Et si vous voulez, idéalement, d'après les études d'Edward Wilson, qui est un biologiste de la conservation, qui a beaucoup étudié la 6e extinction de masse, idéalement, pour lui, il faudrait arriver à 50% du territoire. Mais si vous dites 50% et que vous partez de 0,6%, ça paraît une manière infranchissable. Donc il faut se fixer des étapes. Donc on peut se dire, première étape, 10%, 2030, c'était les chiffres qui avaient été proposés par l'Europe. Voilà, c'est la raison de 10%. C'est pas parce que pour moi, c'est pas une finalité, mais c'est une étape indispensable à franchir pour pouvoir arriver à quelque chose de vraiment intéressant. Alors pourquoi les montagnes? Parce que c'est toujours plus facile si on veut procéder rapidement, parce que là, 2030, c'est dans 4 ans. D'accord? Donc si vous voulez restaurer quelque chose qui n'existe plus, c'est pas en 4 ans, c'est en quelques siècles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas restaurer ce qui n'existe plus, on peut le faire en parallèle, mais si on veut atteindre rapidement un objectif de protection forte, comme disait Valérie tout à l'heure, c'est raisonnable, il faut protéger ce qui existe encore avant de penser à régénérer ce qui n'existe plus. Et les seuls endroits où il existe encore quelque chose, ce sont ceux qui sont difficiles d'accès, c'est-à-dire les massifs montagneux, particulièrement inhabitables. Sinon, tout le reste a été exploité, surexploité, et d'ailleurs, il n'y a plus de forêt primaire.